Tard alors. D'accord. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toute l'assistance ce soir. Je suis vraiment contente de vous Bonsoir, recevoir. Mara. Merci, Madame Jamila. Bonsoir, Monsieur Akli. Hanifa, Zawadi, Docteur Faddal, marhaba. Alors, un nouveau rendez-vous des littéraires avec un nouveau invité de marque, Monsieur Akli Tajer, qu'on reçoit avec beaucoup de joie. Pour nous Bonsoir parler à de son tous. livre, oui, de son livre, Le porteur de cartable. Voilà. Donc je vous passe la parole, Monsieur Akli, pour vous présenter et présenter votre livre. Au plaisir. Donc, je suis Akli Tadjer, je suis écrivain, je dois être à mon 14e, 15e roman. Certains ont été adaptés au cinéma, à la télévision. D'autres ont été traduits en allemand, en suédois, en italien, en espagnol, en russe aussi. Et donc, ce soir, je viens vous parler du porteur de cartable, un livre qui a déjà 20 ans. Oui. Ouais, 22 ans. 2002, ça fait 20, oui, ça fait 20 ans. Et donc, voilà. C'est pour ceux qui l'ont lu, évidemment, je ne vais pas résumer, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, bon, c'est l'histoire de deux gamins, un petit Algérien qui est né à Paris, donc qui ne connaît pas l'Algérie, et qui va faire la connaissance de. On est à Paris en mars 62, donc c'est la fin de la guerre d'Algérie, des accords d'Évian, tout commence à se dénouer, mais il y a encore beaucoup de violence, même à Paris. Et donc, ce petit Algérien de Paris, ce petit Parisien, petit Parigot algérien, va faire la connaissance d'un pied noir, ce qu'on appelle un pied noir, un rapatrié d'Algérie. Et évidemment, tous les opposent, quoi. Parce que le petit Algérien, le père, il est dans un réseau du FLN de France, et l'autre, c'est un rapatrié, c'est-à-dire qu'en fait, donc il a quitté l'Algérie, en fait, il a perdu d'une certaine façon aussi son pays, puisque tous ses repères affectifs, tous ses repères familiaux et tout sont en Algérie, alors que le petit Algérien n'en a aucun là-bas. Et donc, c'est la confrontation de ces deux gamins qu'on croit que c'est la guerre qui les oppose. Mais alors, comme comment vous dire, le, l'imaginaire des enfants n'est pas celui des adultes. Et en fait, tout ce on pense que c'est la guerre qui les oppose. En fait, c'est pas ça du tout. C'est que le petit gamin qui s'appelle donc Omar, qui est algérien, il rêve d'habiter dans l'appartement au bout du palier, et c'est le petit pied noir qui va l'avoir en tant que rapatrié. Et donc de là va naître une inimitié. En fait, le petit Omar l'aime pas. Ça n'a rien à voir avec la guerre d'Algérie, c'est parce qu'il lui a piqué son appartement. Voilà. Et donc, à partir de là, on découvre et plein de choses. Et qu'est-ce que c'est que pour un gamin, un petit Algérien, d'avoir en tête, d'avoir un pays qui va arriver alors qu'il n'en avait pas auparavant. Et qu'est-ce que c'est que d'être dans la tête d'un petit rapatrié qui, lui, va perdre son pays de naissance pour se retrouver étranger en France. En fait, l'étranger n'est pas celui qu'on croit. Voilà. Et donc, c'est dans ce Paris des années 60 que se situe ce roman. Voilà, comment vous dire. Et en fait, ce roman a eu vraiment, vraiment beaucoup de succès parce qu'en fait, il raconte l'Algérie, mais parce qu'il y a eu beaucoup de livres sur l'Algérie, mais c'est très compliqué. C'est souvent des livres avec d'abord beaucoup de ressentiment quand c'est écrit Oui. Oui. par des Français qui ont vécu cette période, ou de l'autre côté, il y en avait très peu aussi des Algériens qui ont écrit sur cette période. Et à l'époque, mais euh, la guerre d'Algérie vue à travers le regard d'un petit gamin qui a 10-12 ans, qui mesure 1,35 m, ça n'a pas on n'a pas le même regard. Voilà. On n'a pas les mêmes hostilités, on n'a pas les mêmes ressentiments. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a une grande part de naïveté que ce livre, je pense, appuie, parce qu'en fait, un enfant peut poser toutes les questions qui lui semblent, qui lui passent par la tête, et il y a une forme d'honnêteté, de justesse quand c'est un enfant qui pose ces questions pour savoir qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il est, d'où il vient et où est-ce qu'il va aller, quoi. Donc voilà un peu ce que ça raconte, cette histoire. Et puis, que vous dire d'autre? Ben, il faut le lire après. Oui.
Ben justement, moi, je l'ai lu, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu d'un trait. Je l'ai adoré. Et je trouve que vous réussissez l'exploit de donner finalement beaucoup de fraîcheur à une histoire qui est assez sombre quand même, au Ben fond. oui, ben oui. Et vous lui donnez quand même beaucoup de fraîcheur. Et puis, ce que je salue, c'est une écriture d'une simplicité apparente, mais qui en réalité révèle beaucoup de précision. Vraiment des mots ciselés, adaptés aux situations, aux personnages, aux événements. Et je sais que c'est un exercice assez difficile. Moi, ce que je relève dans votre roman, c'est qu'en fait, vous peignez les membres du réseau du FLN d'une telle façon que vous rendez leur humanité à ce dont l'historiographie nationale a fait des totems tellement sacrés qui sont devenus intouchables. En même temps, vous donnez un grand coup de pied à cette vision assez manichéenne où tout est noir, où tout est blanc. Et vous, c'est le gris qui prend beaucoup de place en fait dans le roman. Et ces personnages qui se placent dans ce gris, ben, ils sont aux prises avec des événements extraordinaires qui les dépassent. Ils Il les sont aux prises dépasse. avec des événements, des situations qui peut-être les dépassent. Ils sont aussi en contradiction avec leurs propres ambitions, etc. Et donc, vraiment, il n'y a pas cette vision manichéenne que tout était bon d'un côté, bien de l'autre, etc. Alors, je relis un petit peu ce que j'ai noté. Ce que je vois aussi, c'est que le jeune Omar, en fait, il est d'une très grande lucidité. J'ai l'impression que c'est lui qui voit le mieux le tableau d'ensemble. Il voit le mieux le tableau d'ensemble, même lorsqu'il espère, par exemple, monter en grade auprès de Meshoud. Son regard n'occulte ni les costumes hors de prix, ni les chaussures, ni les bagues. Il voit tout ça, hein, il voit tout ça, tout en étant dans le réseau, tout en essayant de grimper, de se faire bien voir, etc. Jusqu'à la fin où il se rend compte à quel point le personnage est hypocrite, à quel point il est félon. Les autres, on va dire, qui n'ont pas moins de défauts, puisqu'ils le brossent dans le sens du poil, ils sont même prêts à vendre leur âme pour une promotion. Et alors là, je ne sais pas, Mohamed, il sort un petit peu de ce lot, il est droit dans ses bottes, parce que peut-être c'est l'oncle maternel, le frère de la mère, je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière ce personnage. Euh, Effectivement, donc ce que j'ai souligné, c'est que c'est les regards croisés des deux enfants, Raphaël et Omar. Donc, Omar né en En fait, c'est la France. découverte l'un de l'autre, quoi. Comment? Je dis, en fait, c'est la découverte l'un de l'autre. La Chacun va se découverte l'un de découvrir une l'autre. part d'algérianité, quoi, en l'autre. Oui, et là aussi, c'est-à-dire vous brisez vraiment des évidences. Donc, pour Raphaël, vraiment, le pays de cocagne, c'est l'Algérie. Pour Raphaël, c'est ça le pays de cocagne, mais pas pour Omar. Omar ne s'est même pas situé sur une carte, ni le village natal de son père, ni Batna, ni Constantine. Il ne saurait pas les situer. Pour lui, comme vous le dites, donc son rêve, ça reste l'appartement d'en face, ça reste son enseignante qu'il aime, etc. Donc c'est pas du tout effectivement sur le champ, sur le plan de la lutte, de la guerre, etc. que se place, on va dire, la contradiction entre les enfants. Et donc même cet éventuel départ vers la terre de ses ancêtres n'est pas, on va dire qu'elle est plus une notion abstraite, parce que c'est ce qui se répète dans le réseau, etc., plutôt qu'une ambition vraiment personnelle, il ne la porte pas réellement. Le portrait que vous brossez de Raphaël enfin, il est très sympathique de son père, etc. C'est vraiment les petits bobos, etc. Mais ça n'occulte pas le fait que Il la se façon situe dans une d'être. hiérarchie. En fait, Hiérarchie. ça n'occulte pas le fait que sans s'en rendre compte et quasiment naturellement, il s'inscrit dans une hiérarchie par rapport Il s'inscrit à la dans famille. une hiérarchie, il y a aussi un passif. Par exemple, dans l'Algérie française, le vécu de Raphaël, c'est quand même le vécu des petits blancs d'Algérie qui, même ceux qui n'étaient pas impliqués, on va dire, dans le grand antagonisme, etc., quand même étaient effectivement dans un certain niveau de la hiérarchie. Et malgré le tableau très sympathique que vous peignez de Raphaël et de sa famille, on n'occulte pas ça.
Et la maman, elle est dans une profonde prostration parce que donc elle reste accrochée à sa terre d'origine qui est l'Algérie. Et ce que je trouve là vraiment très osé, c'est qu'elle retourne au pays grâce aux 2 enfants, mais aussi grâce à l'argent du FLN. Ça, quand même, fallait oser fallait oser ce scénario qui est complètement improbable. Exactement. Il y a aussi quelque chose, c'est l'antagonisme entre le personnage absolument détestable de Messoud et l'autre plus sympathique de Ali, qui vraiment essaye d'accomplir ses tâches avec le plus de scrupules possible, etc. À la fin, on découvre, enfin la lumière est jetée, enfin Ali est réhabilité et la félonie de Messoud apparaît au grand jour. Bon, ça c'est, comment dire, est-ce que c'est un choix délibéré d'avoir apporté cette conclusion? Parce que dans la réalité, la tendance, dans la réalité de l'Algérie postcoloniale, ce n'est pas ça la tendance qu'on voit. Ce n'est pas la réhabilitation des humbles et la mise en accusation des félons. Ce n'est pas ça le scénario réel. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous, en donnant ce message, est-ce que c'est un message d'espoir? Est-ce que vous souhaitez que la lumière soit faite? Est-ce que je ne sais pas si c'est juste le scénario d'un bon roman? Est-ce que c'est aussi un message pour les lecteurs, pour leur donner espoir? Vous savez, ce roman, je l'ai écrit il y a 20 ans. Et, Oui. Et donc, Oui. il y a 20 ans, c'était déjà dans l'air, ça. Et moi, quand j'étais gamin, j'en ai vu, moi, des gens comme ça, qui se forçaient. Parce que à Paris, alors je ne sais pas comment c'est en Algérie, mais en fait, à Paris, les gens qui tenaient tous ces réseaux du FLN, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ce n'est pas des gens qui travaillaient. Pensez bien Oui. que Voilà. bon, toute la vérité, elle est là. Et tous les gens qui travaillaient 10, 12, voire 13 heures par jour chez Renault, ils rentraient chez eux, ils s'écroulaient, ils étaient complètement vannés. Donc, ils étaient incapables de diriger quoi que ce soit. Et pour diriger des réseaux comme ça, où il y avait de l'argent qui coulait et tout, il fallait vraiment que ce soit des gens qui ne bossent pas. Et la plupart des gens qui ne bossaient pas, c'était soit des petits voyous, il ne faut pas se raconter d'histoire, ça existait, soit des petits macros à la petite semaine. Tous ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de conscience politique. Ou des permanents, payés par le FLN peut-être, je ne sais pas. Non, mais ça veut dire qu'il fallait que des gens qui ne bossent pas dans la journée. Le type qui bosse dans la journée, il peut pas faire le révolutionnaire à la 17e heure de la journée et dormir 1 heure par jour. C'est pas possible. Comme toutes les industries françaises, il y avait quasiment que de la main-d'œuvre immigrée algérienne, enfin nord-africaine généralement. C'est des gens, ils étaient vannés. Moi, je les voyais arriver. Hein. Enfin, je les connaissais de fait. C'est des gens, à 40 ans, ils en faisaient 60, tellement ils étaient visés. Mais c'est ça, justement, oui, bien sûr. D'ailleurs, les gens que je décris dans le réseau, c'est des petites gens. C'est des petites gens qui n'ont pas une instruction extravagante. C'est des gens qui payent, c'est des gens qui ont un désir sincère de liberté, d'indépendance et d'être libres comme des Français. C'est ça qu'ils disaient. Nous, on veut être libres comme des Français, on ne veut plus être soumis aux Français. On va être libres comme eux. Mais c'est des gens qui n'avaient pas d'instruction. Non, mais c'est ça justement, c'est-à-dire qu'à la fin, oui, tout à fait, et justement à la fin du roman, celui qui représente, c'est-à-dire Messoud, celui qui représente ces Algériens qui ne foutaient rien du tout, qui profitaient même, qui étaient très opportunistes, on a l'impression que on se rend compte, c'est-à-dire on les dévoile, on va dire, on dévoile leur réalité et on réhabilite les petits comme Ali qui eux travaillent, qui cotisent, etc. Mais c'est pas vraiment la réalité, quoi. C'est-à-dire en vérité, c'est pas ça ce qui s'est passé. Voilà. Ça c'est ce qu'on aurait. On n'a pas réhabilité les petits, mais je pense que si j'avais écrit cette histoire à travers le regard, le vécu d'un adulte, ça n'aurait pas eu le même. Je n'aurais pas pu le faire parce que c'est parce que c'est raconté à travers la façon de voir de cet enfant qu'on peut dire des choses. Vous voyez? Si c'est un adulte qui dit il a une belle bague, une belle bagnole et tout, tout à fait, alors on va croire qu'il est jaloux. Non, clairement. On va croire qu'il est jaloux de lui. Oui. Alors qu'un gamin, il n'est pas jaloux de lui. Il voit simplement qu'il a affaire à un type qui… C'est un constat. Il constate les choses, il les comprend voit. qu'il profite des gens, etc., qu'il a un discours tout prémâché
et qui leur raconte tous les soirs sur la révolution, C'est ça. des trucs. Et en fait, ça se trouve, il n'en pense pas un mot, quoi. Il a la bonne place et tout. Et d'ailleurs, ça s'est retrouvé après. Vous savez, après, bah, vous devez sûrement le savoir, mais à l'indépendance, en fait, beaucoup de gens qui sont entrés qui ont fini par rentrer dans la police, c'était des gens un peu qui connaissaient déjà un peu le milieu. On ne s'improvise pas policier comme ça. Et pour connaître le milieu, il faut faire partie du milieu. Oui. Donc, il y avait même un célèbre type qui s'appelait Salah Vespa, qui était un délinquant notoire, qui est devenu commissaire de police à Alger. Parce que qui mieux qu'un voyou connaît d'autres voyous? Exactement. Il y avait, oui, c'est ça, exactement. Vidocq, oui. Il y avait Vidocq qui était comme ça, qui était devenu commissaire. Vidocq, ce célèbre commissaire qui était un bagnard et multirécidiviste et qui s'est retrouvé chef de la police. Qui connaissait toutes les ficelles, qui connaissait tout. Ben voilà. Oui, bien sûr, oui. Donc, en tout cas, moi, j'ai vraiment… Rien de nouveau sous le soleil, quoi. Rien de nouveau sous le soleil. Voilà. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré votre roman. Moi, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert. Voilà. Et donc, mais en fait, ça reste d'actualité, hein. Même si ça raconte une histoire. Et puis, ce que je voulais relever aussi, c'est qu'en fait, vous décrivez une période qui est très, très courte, hein. C'est-à-dire que c'était vraiment juste à la veille des accords d'Évian. On a l'impression que là, tout était plié, que tout était rentré dans l'ordre, etc. Et on voit en fait que la férocité de cette époque, peut-être elle est égale à tout ce qui est passé avant. Parce que c'est une période où justement les radicalismes se sont exacerbés de part et d'autre. Et que les gens, les jusqu'au-boutistes qui n'avaient rien à perdre, donc ils ont vraiment… Parce que vous savez, moi, en fait, ce qui m'a donné un peu l'idée d'écrire sur cette période, c'est que d'abord, les gens qui ont fait comme ça la guerre ou qui ont été… En fait, ils n'aiment pas trop parler de cette période, c'est souvent une période douloureuse et comment raconter ça en France, c'est compliqué. Mais moi, ce qui m'a donné envie d'écrire cette histoire, c'est que ma fille, elle me demandait souvent de parler de cette période, mais moi, comme je n'étais pas en Algérie, je n'avais pas inventé des histoires. En fait, j'ai demandé à ma mère et donc, elle m'a raconté qu'en fait, les premiers voisins que nous avions eus quand nous sommes partis à un moment donné, partis à Gentilly en banlieue, c'était des pieds noirs. Oui. Et moi, la première fois que j'ai vu, j'ai cru que c'était des étrangers. Non, mais c'est vrai, j'ai cru que c'était des étrangers parce qu'ils avaient un accent qui était exotique pour moi, mais je n'avais jamais été en Algérie. C'est ce que vous racontez aussi dans… Oui. Voilà, pour moi, c'était des étrangers. Et ma mère, elle me dit, mais non, mais eux, ils ne sont pas étrangers, ils sont chez eux ici, c'est toi qui es étranger. Alors, quand vous avez tout le temps vécu ici, la notion d'un seul coup… Eux, c'est nous, oui. Comment? C'est ça, eux, c'est nous. Oui, d'un seul coup, c'est ça. D'un seul coup, vous basculez du statut je suis chez moi, je suis parisien et tout, à étranger, alors que ce garçon qui vient d'arriver finalement d'un pays que je ne connaissais pas, l'Algérie, lui, il est chez lui. Et c'est vrai que quand vous êtes gamin, et d'un seul coup, ça bouge beaucoup de vos repères. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que donc dans les années 60, moi, je les ai vus arriver, les pieds noirs. D'accord. Donc voilà, donc c'est un regard… Vous les avez vus partir, mais moi, je les ai vus arriver. C'est ça. Et je peux vous dire qu'ils étaient gratinés. Hein. Ils avaient, pas tous, mais moi, je me souviens, j'avais des profs pieds noirs. Je peux vous dire qu'ils n'étaient pas tendres avec moi, hein, spécialement. Alors que, non, mais c'était vraiment très dur. Et puis, ils avaient gardé des manières qu'on ne comprenait pas. Nous, par exemple, il y avait une surveillance générale, il tapait. Il tapait. Alors que les autres profs, les profs français, ça leur venait même pas à l'esprit de frapper un élève. Et eux, ils tapaient. Ils disaient, oui, mais c'était comme ça dans ton pays. Et puis, vous me mettez une claque. Mais pourquoi dans mon pays, pourquoi tu me frappes? Ça veut dire, ils avaient pris déjà ces manières-là. Et en fait, ces manières… On faisait la différence entre les Français de métropole et les Français d'Algérie. Voilà. C'était pas la même mentalité, c'était pas le même regard vis-à-vis de la population musulmane, c'était pas les mêmes relations. Oui, effectivement. Et ça, on le retrouve là maintenant que vous me dites que vous étiez en France. Là, je vois mieux
votre regard, enfin, parce que c'est vraiment le regard de quelqu'un qui, on le sent, hein, dans le roman, on sent que c'est le regard de quelqu'un qui a vécu ça de l'intérieur. Ah, mais Donc, moi, c'est je pas les ai une vus arriver. narration Je comme peux vous ça. raconter Voilà, moi, des je ne anecdotes. savais pas, mais maintenant que vous me le dites, là, je comprends mieux. Non, moi, je suis né à Paris, je ne suis Voilà, jamais sorti de ouais, Paris. Alors. c'est Donc, ça. quand je vous Donc, dis que je les ai vus arriver, c'est que je les ai vus arriver avec des manières enfin, je veux dire, qui choquaient, quoi. Et oui, puis, en plus, ils étaient… Alors, nous, les Algériens, on n'était pas spécialement aimés à cause de la guerre, parce que oui, tout le monde reprochait aux Algériens que finalement, beaucoup de leurs fils partaient en Algérie pour faire la guerre, pour une guerre qui ne les concernait pas. exactement, Ils oui. considéraient que ça ne les concernait pas, hein. Quand vous alliez dans les provinces françaises, ils n'avaient pas du tout envie d'aller faire la guerre en Algérie, hein. Ils disaient non, on ne va pas mourir pour les pieds noirs, etc. L'Algérie, ça ne nous concerne pas, ce n'est pas notre pays. Les gens au fin fond, Exactement. dans un trou, dans la Creuse ou je ne sais pas quoi, ils n'en avaient rien à fiche de l'Algérie, ce n'était pas leur problème. Ils les ont vu Oui, arriver. Et en fait, donc aussi, ils détestaient les pieds noirs, justement pour cette oui, raison. oui, Parce les que, esclavagistes, oui, 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 puis ils disaient, ceux nos qui ont enfants, ils sont partis, profité nos pour enfants les sont partis défendre mourir eux, pour vous. Ils pour disaient vous, ça, nos enfants sont exactement. partis Oui, mourir pour vous, quoi. mm, Et oui, comme aucun de ces Français n'avait l'intention de s'installer en Algérie, de toute façon, ils ne comprenaient pas pourquoi cette guerre, d'autant plus que les autres pays à côté, le Maroc et la Tunisie, ont eu leur indépendance sans tirer une cartouche, sans quoi. effusion de sang, oui, Voilà, donc ils ne comprenaient pas pourquoi il devait y avoir tous ces morts et tous ces militaires, tous ces jeunes Français qui avaient 20 ans qui devaient mm, aller mourir. Moi, vous savez, j'ai rencontré quelqu'un qui a, maintenant, il doit avoir soit pas loin de 80, quoi, les gens qui ont fait la guerre et tout. Eh bien, ce monsieur, il avait donc 80 ans, il n'était jamais sorti de son village, mais jamais. Et la seule fois où il a pris le train et le bateau, c'est pour aller en Algérie. Et il m'a d'accord. dit, je suis allé, je vous assure, il m'a dit, je suis allé. Alors je lui ai dit, mais tu connais Paris? Il m'a dit, je suis allé une fois à Paris en 57. Je suis arrivé Paris, pour lui, ça se résumait à la gare de Lyon. Et j'ai pris un train et je suis parti en Algérie. Alors, je peux vous dire que lui, il est parti dans un monde, mais alors, c'est comme si Oui, vous l'aviez envoyé sur la planète Mars, quoi. Déjà, il ne sortait bah pas de oui, son village. Et c'est pour ça qu'il y avait une détestation des pieds noirs. Parce qu'il disait, tout à pourquoi on va fait, mourir oui. pour ces gens-là? Donc, voilà. J'ai essayé de raconter cette histoire un peu à ma façon. En tout cas, elle est très bien racontée, hein, ça c'est clair, elle est très, Parce très que bien racontée. je crois que ça dit des choses quand le petit Raphaël, avec le petit Amar, il recolle les soleils sur la photo là, que sa mère a coupée. Oui, oui, ça c'était très émouvant, oui, 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 Parce que, effectivement. en fait, moi j'ai rencontré, parce que j'avais besoin de témoignages pour nourrir cette histoire. Parce que moi, comme je Oui, n'avais pas vécu en Algérie, bien j'ai rencontré une femme, on disait, oui, une pied noire, on disait, mais. Et en fait, quand elle est arrivée en France, elle est devenue complètement dépressive. oui, Elle avait perdu ça. Ils étaient partis dans la précipitation, etc. Et elle est devenue complètement dépressive et à moitié dingue, quoi. Et, oui. et elle a fini à l'asile. Il y en a plein qui ont fini à l'asile, hein. Ça s'appelait la Mais bien déprimata, sûr, là. Ils avaient la dépression et oui, tout. Ils étaient oui, partis. Ils étaient oui. partis en catastrophe. Ils avaient perdu leurs privilèges. Euh, et moi, ah oui, la voisine en question. Je me souviens parce que ma mère, elle parlait avec elle. Donc, elle parlait de l'Algérie et tout. Et donc, elle disait que quand elle sortait dans la rue, les gens la regardaient de travers parce qu'elle était pied noir et qu'elle avait un accent. Oui, Et elle oui. disait, hein? Et elle disait, vous verriez comment il me parle. Enfin, ma mère s'appelait Fatima. Il me parle comme si j'étais une arabe. Elle me disait. Elle n'était même pas sortie de son truc. Elle réalisait même pas l'énormité de son truc, quoi. Exactement. Ils étaient sur un autre monde, quoi. Et Oui, oui, ils se oui, prenaient pas, quoi. Ils étaient dans leur petit monde de privilégiés, ils c'est pensaient que ça, c'était pour l'éternité, quoi, en fait. Ils étaient installés pour exactement. l'éternité. Et en fait, c'est Ouais. eux qui ont pris la porte sur le nez, quoi. Les autres sont morts avant, donc ils n'ont pas vu. Mais la dernière génération, c'est celle qui a dû tout claquer, quoi. Donc, voilà. Oui, mais de toute façon, ça se ressent encore, hein. C'est une histoire qui n'est pas encore digérée de toute manière. Elle le Ah, devrait. non, elle n'est pas digérée, à Elle le mon avis. devrait. Non, Elle le devrait parce que le temps passe et que bon, ça,
C'est ça, Mais vous c'est savez, ces c'est des regards. histoires, je crois il y a des mémoires, parce qu'on dit souvent, alors quand on est bien intentionné, mais vous savez, il y a des mémoires qui sont irréconciliables. Hein. Moi, j'ai compris ça, moi je pensais aussi, et il y en a qui le sont, hein. Je vous assure, parce que après, il peut y avoir des aventures personnelles, humaines, etc., où les gens dépassent ça, de fait, parce que quand vous voyez quelqu'un, vous n'allez pas lui dire ben, c'est quoi ton origine, d'où tu viens, etc. On s'en fiche. Soit on a des choses à échanger, à parler, à se nourrir, à rire ensemble, à faire des trucs. Et moi, j'en ai rien à foutre que la personne vienne, je sais pas, je suis juif, chinoise ou je sais pas quoi. C'est soit j'ai quelque chose à Oui, lui dire ou pas. Mais après, quand vous grattez l'histoire, il y a parfois il y a encore des marques. Vous voyez? ben, elles sont profondes même, mais moi je pense que c'est entretenu aussi, parce que moi je Ah me non, mais dis c'est qu'il y a beaucoup. des histoires, enfin je veux Hmm. dire, il y a d'autres histoires très douloureuses. Quand vous voyez par exemple l'histoire franco-allemande avec ce qui s'est passé Hmm. pendant la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement la population juive, les déportations, etc., on ne ressent pas, quand même les Allemands ont débarqué en France, il y a eu Hmm. des morts, il y a eu des bombardements, il y a eu beaucoup de choses. Mais entre les peuples français et allemands, il n'y a pas aujourd'hui l'animosité qu'il y a entre les Algériens et les Français. Moi, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de rente Oui. mémorielle qui Hmm. est entretenue des deux côtés, du côté français et du côté algérien. Elle est entretenue vraiment des deux côtés. Et je pense que peut-être que c'est une question de génération. Hein. Peut-être qu'il faudrait que C'est pas une question de génération parce toute la qu'on est, génération… je vais vous dire, c'est pas une question de génération parce qu'on en est à la troisième génération. Et je peux vous dire qu'en France, une mais génération, c'est 20 ça ans. se répercute parce que il y a une transmission. Il y a une transmission qui se Mais bien fait. sûr qu'il y a une Il y a transmission, mais une qu'est-ce qu'on mémoire transmet? collective. Mais Ben, qu'est-ce on qu'on transmet transmet? cette haine, on transmet cette Non, mais haine, on on ne transmet transmet pas la cette… haine. Moi, je vais vous dire, Oui, ça fait, donc, on considère qu'une génération, c'est 20 ans, ça fait 3 générations depuis l'indépendance. Hein. Eh bien, je peux vous dire que les gamins ici, donc on en est à la troisième, quatrième génération, je crois qu'ils sont plus algériens que les Algériens en France, hein, d'il y a 30 ans. C'est parce qu'en fait, ils sont marqués par plein de choses. oui. Et la différence, moi aussi, parce que moi aussi, j'ai beaucoup travaillé, je me suis dit pourquoi l'Allemagne et la France, c'est que ce n'est pas du tout la même histoire. Hein. Ça, il faut savoir, Oui, c'est que là, je sais que c'est pas la même histoire, non, je non, c'est sais. pas la même histoire, mais c'est Mais, dans l'esprit des gens. Si vous voulez, au bout de la France, l'Allemagne, elle a occupé la France pendant 5 ans, 4 ans, 44 mois exactement. Mais quand ils sont partis, ça n'a pas du tout atteint l'identité des Français. C'est-à-dire que les Français sont restés les mêmes au début de l'occupation, à la fin de l'occupation. oui, C'est-à-dire que, voilà, culturellement, ils n'ont pas changé, etc. non, non, c'est Ils ont vrai. occupé. Tandis que entre l'occupation algérienne de 1870 jusqu'en 62, l'algérien a été complètement modifié. C'est-à-dire qu'on en a fait Oui, un oui, être, oui. c'est vrai ou c'est pas vrai? Culturellement, il a été Si, complètement si. modifié. Les Allemands, quand ils ont occupé la France, ils n'ont pas donné des noms allemands au village français. Ils n'ont pas obligé les enfants français à À apprendre parler l'allemand, donner des allemand, noms allemands, etc. oui. Mais ça joue beaucoup. Regardez, moi, quand je regarde, par exemple, je regarde des télévisions. Je regarde des télévisions. Moi, je dis ça, moi, je ne parle pas Oui. l'arabe. Donc, je ne suis même pas un critère, je ne suis même pas dans les critères possibles. Mais quand je regarde des télévisions, l'autre fois, j'étais au Salon du Livre à Alger, je regardais la télévision. Les gens qui parlent arabe à la télévision algérienne, et vous comparez ça avec une autre télévision, mais même moi, j'ai envie de rire parce que je comprends. Alors que vous mettez une autre télévision arabe, moi, je ne comprends rien. C'est bien que ça a été modifié. Je veux dire, et ils s'en rendent même pas compte. C'est que, Oui. c'est que la culture française, elle fait aussi partie de nous. Elle fait Et complètement partie de nous. vous voyez ce que je veux dire? C'est Oui, que elle fait il y complètement a des partie de pays, nous. par exemple, il y a des pays qui ont été colonisés qui ne sont pas du tout atteints par ça. Prenez l'Inde, vous prenez tout ça. Mais l'Algérien, de tous les systèmes de la colonisation, c'est celui qui a été le plus marqué. Je ne veux pas dire que c'est celui qui a été le plus déstructuré, mais c'est celui qui a été Oui, le plus c'est un marqué. bouleversement total. Hein. C'est un bouleversement De total de sa l'identité, de personnalité, l'identité. de son identité, de sa personnalité, de ses structures sociales, Après, bien sûr, ça peut de donner sa langue, tout, absolument tout. et Oui. puis, non, mais à contrario, ça peut donner aussi des choses très intéressantes parce que ça vous développe aussi un imaginaire que d'autres n'ont pas. Clairement, Non, mais clairement. c'est vrai. Le fait d'avoir une structure mentale double,
c'est-à-dire algérienne et française en même temps. Il ne faut pas vivre ça comme un handicap, même si les gens s'expriment mal en arabe ou en kabyle et mélangent tout et tout. En fait, moi, je trouve que c'est plus une richesse qu'autre chose. C'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est-à-dire que vous pouvez Oui, c'est comme pénétrer ça les qu'il faut deux le prendre. univers. Vous pouvez pénétrer les deux univers. Moi, par exemple, quand je discute 5 minutes avec un Français, dans son regard, au bout de 2 minutes, je sais s'il est bienveillant ou malveillant, même s'il n'a pas parlé à mon égard. Tandis qu'un autre ne pourra pas le voir, ça. Mais c'est à force ça. Et moi, je trouve que c'est plus une richesse. Et ça nous permet d'écrire des livres déjà. Ça nous permet de rentrer dans un univers de fiction que tout le monde n'a pas. Vous m'entendez? Ah, elle a disparu, madame. Oui, on vous entend toujours. Elle a disparu, oui, c'est vrai. Une petite déconnexion. Mais Elle va étant revenir donné certainement. que le livre, il étudie encore dans les lycées, c'est ça? Oui, oui, oui. Et donc, on leur parle de la guerre d'Algérie, on leur explique ou bien comment ça se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, avant, il y avait très peu de choses sur la guerre d'Algérie. Mais ça, comment on leur explique? On leur explique de façon factuelle, quoi. Il n'y a pas en étant le plus objectif possible. C'est-à-dire que d'abord, on ne rentre pas dans des détails, mais on explique pourquoi la colonisation, combien de temps ça a duré, la guerre d'Algérie. Ils n'appellent pas ça la guerre d'Algérie, ça ne s'appelle pas la guerre d'indépendance, ça s'appelle la guerre d'Algérie. Combien de temps ça a duré, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très factuel, hein. C'est très factuel, mais et ça s'arrête à 62, quoi. Donc, ils expliquent. Pardon? On leur donne J'ai pas pas entendu. une idée précise. Si, on leur donne une idée, on leur explique comment s'est passée la colonisation. Mais par exemple, ils ne vont pas vous parler des horreurs de la colonisation. Vous voyez? Ils ne vont pas dire… parce qu'en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué à gérer l'histoire de l'Algérie pour des Français parce qu'il y a beaucoup d'enfants issus de l'immigration. Oui. Vous voyez? Et donc, c'est très compliqué pour un prof de dire à des enfants descendants d'Algériens que l'État français, ils sont déjà assez difficiles à gérer. En plus, si vous leur dites que le pays, finalement, parce que ce sont des Français aussi depuis 3-4 générations, qui sont conduits horriblement, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. Oui. Quand vous avez dans une classe de 20, 30 élèves, vous en avez 15 qui sont d'origine algérienne, c'est compliqué d'un seul coup. Alors, ils expliquent ça de façon factuelle, ils ne vont pas dire il y a eu des enfumades, etc., la guerre d'Algérie, etc. Ils expliquent. Les enfumades, c'est factuel, justement. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont éviter de parler des horreurs. Oui. Bien que, je ne sais pas comment vous dire, quoi. Et ils vont vous parler alors ils vont parler de Bugeaud, etc., patati, ils vont remonter et tout. Mais ça prend 3 pages, la guerre d'Algérie. Je sais, mais oui, c'est ça. Ça prend 3 pages. Vous voyez? C'est pareil de notre côté, c'est-à-dire que les choses ne sont pas dites. Alors du côté français, c'est ça prend 3 pages et puis on va édulcorer, on va parler juste d'une conquête comme d'autres conquêtes. De notre côté, c'est pareil. Par exemple, certains… Une parenthèse 2 secondes. Dans les livres d'histoire ici en France, ils ne parlent pas non plus comment les Antilles ont été conquises, ils ne parlent pas de la Réunion, ils ne disent pas comment tout ça, ils n'en parlent pas, les territoires d'outre-mer, comme on dit. Pour eux, c'est comme si les frontières de la France, c'était les frontières de la Guyane au Brésil, et comme si ça avait toujours été comme ça, quoi. Non, mais c'est vrai. Oui, et comme s'ils étaient arrivés dans un territoire vide, quoi. Il n'y avait rien. Voilà, comme si les gens les attendaient. C'est pareil de notre côté, c'est-à-dire l'histoire, la manière dont elle est racontée, les événements, des événements précis. Par exemple, je prends un exemple, le 20 août. Ce qui s'est passé à Constantine avec Ziroud Youssef.
Bon, Mm. dans les livres d'histoire, bon, nous, on sait comment ça s'est passé. Alors, dans les livres d'histoire, ce qu'on vous dit, c'est que les objectifs qui ont été visés sont des objectifs militaires. C'est-à-dire, les objectifs que les Algériens, que la Mm. rébellion algérienne a visés, étaient des objectifs militaires. Mais on sait que ce n'est pas vrai. On sait que Mm. le 20 août, ce n'est pas des objectifs militaires qui ont été visés. On sait qu'il y a eu des massacres de population. On ne le dit pas parce que aussi on n'a pas envie de donner de la guerre ou de la révolution une image qui pourrait être peut-être remise en cause ou la remise en question. Il y a eu des assassinats, il y a eu, pendant la guerre d'Algérie, les 2 premières années, c'était une guerre fratricide, complètement fratricide, entre le MNA et le FLN. Mm. Mais ça, on ne le dit pas non plus. C'est-à-dire, je veux dire, cette façon d'escamoter complètement l'histoire, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de rente mémorielle. C'est-à-dire, des 2 côtés, on revoit toutes les atrocités dans l'autre camp. C'est aussi ce que je voulais dire quand je Mm. disais une vision très manichéenne. Tout était blanc d'un côté et noir de l'autre. C'est valable aussi de l'autre côté. Mais ici, c'est Et quand valable. je Et en parle de plus, rente mémorielle, Mm. je ne veux même pas être ni dans le pardon, ni dans les excuses, ni Mm. dans le remords, non, rien du tout. Mais quand on dit Mais je veux dire ce qui est, à mon avis, je vais être une un peu. narration factuelle, mais Non, vraiment je veux dire factuelle, un de donner les un faits sans peu. essayer de les édulcorer. Non, non, mais sans essayer d'édulcorer, mais de dire ce qu'il y a de peut-être pire ou moins pire ou je ne sais pas quoi par rapport à l'Algérie. Hein. C'est que en France en 2022, en fait, prenez les gens dans la rue, ils n'en ont rien à fiche. Oui. Non, la vérité, c'est vrai. Hein. Ils en ont Non, mais rien c'est à vrai, fiche. je sais. Mais ce n'est pas le cas ici, par Pour contre. eux, la guerre d'Algérie, c'est il y a 60 ans. Il y a 60 ans, imagine, vous parliez de l'Allemagne. Imaginez en 20 ans, entre 45 et 65, les relations entre la France et l'Allemagne, et c'est moins, c'est 20 ans, comment elles ont évolué. Entre la France et l'Algérie, ça fait 60 Oui, oui. ans, on a l'impression parfois que la guerre s'est terminée hier. Oui, mais c'est ça. Et par contre, là, vous dites que là-bas, les jeunes, ils s'en foutent, mais pas ici. C'est-à-dire Non, mais c'est ici, ce que je vous dis, c'est ça la différence. C'est que vous oui, prenez un jeune ici qui a 15-16 ans, vous lui dites la guerre d'Algérie, il va te dire c'est quoi la guerre d'Algérie? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Pour lui, c'est 60 ans. Si vous voulez, ça ne rentre pas dans l'histoire de France, ça ne rentre pas dans les grandes dates. oui. La vérité, elle est là. Pour eux, c'est la Oui, Première oui. Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Déjà l'Indochine, ils en parlent même. Ils en parlaient, bien fou, l'Indochine. On n'en parle jamais. Oui, Alors que c'était une déroute de l'armée française. oui. On n'en parle jamais. On a l'impression que ça n'a pas. C'est des batailles comme ça. C'est escamoté complètement, oui. Oui. Non, mais ici, ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a une forme de schizophrénie parce que ici, non seulement les traces de la guerre sont très vivaces dans l'esprit des gens, même des plus jeunes, hein, même des plus jeunes, quand on parle de la France, mais ça, c'est entretenu. Ça, c'est entretenu parce qu'il y a Moi, un j'en discours rencontre quand ambiant. je vais à Alger, hein, des gamins et tout. Ils me tiennent ce discours. Hein. Mais mais parce que le discours, il est véhiculé, il est transmis. C'est ça, c'est ce qu'on entend à la télévision. Vous savez, le 5 juillet, c'est dans 2 mois. Eh ben, c'est à la télévision tous les jours, le bandeau en haut à gauche, nous sommes à J-, à J-, à J- du 5 juillet. Et c'est toujours, à la télévision algérienne, c'est toujours remettre les grandes batailles. C'est même pas remettre les grandes batailles, c'est dire ce qu'ils ont envie de dire sur la guerre. Et c'est pour ça que je parlais de rente tout à l'heure. C'est la rente mémorielle, parce qu'on se nourrit de ça, parce qu'on a besoin d'avoir un ennemi. C'est un peu comme eux, hein, de l'autre côté, ils ont besoin de détester les Russes, ils ont besoin de détester les musulmans, ils ont besoin de détester, nous on a besoin de détester les Français. Pour survivre, je pense. Mais il n'en reste pas moins que la France, c'est la première destination des Algériens, soit en immigration légale, soit en immigration illégale. C'est-à-dire que voilà, c'est pour ça que je vous disais, il y a une sorte de schizophrénie qui fait que nous restons enfermés dans cette… que les Algériens, quand ils viennent en France, en fait, ils n'ont pas l'impression de venir à l'étranger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le territoire. C'est vrai. Par exemple, moi, quand je voyage,
Je veux dire, quand je voyage, je sais pas, en Allemagne ou je sais pas, vous voyez, par exemple, quand je croise un Algérien, il sait vraiment qu'il est à l'étranger, quoi. En Allemagne, il n'est pas. Et quand il vient en France, il a l'impression qu'il sort du métro et qu'il est parti d'Alger, mais c'est comme s'il était sur une ligne de métro et ressort au bout de la ligne. Et qu'il n'a pas l'impression d'être. Oui. Non? Et il Si, connaît Paris mais aussi bien qu'un Parisien. Il connaît la France. Mais écoutez, personne n'a suivi autant les élections françaises que chez nous, hein, les élections françaises, son histoire, les élections, on connaît bien leurs ministres, on connaît bien les programmes, vous savez, les partis politiques. Les deux seuls pays qui s'intéressent vraiment à la politique, parce que tous les autres pays, en général, ils s'en foutent de la France, hein, de la politique étrangère de la France et tout. Les deux seuls pays qui s'intéressent à la politique française, c'est les Anglais parce qu'ils ne peuvent pas saquer les Français et les Algériens. Oui. C'est les deux seuls pays au monde. Oui, les voilà. autres, ils n'en ont rien à foutre. Les autres, ils n'en ont rien à foutre de ce qui se passe. Ou alors, c'est 3-4 lignes. C'est le correspondant à Paris qui recopie ce qu'il a vu et ce qu'il a lu dans le Parisien. Il bricole son article et tout, il envoie. Mais sinon, les autres pays. Et cela étant, la France, c'est exactement pareil. Parce que quand vous vivez en France, mais vous ne savez même pas ce qui se passe en Belgique, en Suisse, en Espagne, vous ne savez rien, sauf si c'est du football. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans ces pays. On dirait qu'ils sont à 10 000 km. Alors que c'est des pays frontaliers, on ne sait rien. Ils ne s'intéressent pas. Et donc, c'est bizarre quand même, parce que ça fait partie de l'Europe. Il n'y a jamais d'actualité sur sur l'Italie. On n'en sait rien. Parfois, ça prend 30 secondes parce qu'ils sont très ethnocentrés, quoi. Je crois que c'est un peu tous les pays comme ça aussi. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Ben voilà. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que quand je viendrai en Algérie. Je perds la connexion. On est toujours là? Oui, je suis toujours là. C'est très instable. De connexion suivant la météo. J'ai envie de. J'entends très peu. Oui? Je perds la connexion, j'ai l'impression. Je vois. C'est instable, oui. C'est instable. Oui. Il y a une question dans le chat de la part de Zawadi que je salue. Bon, je vais lire carrément son message. Merci beaucoup. Ce livre qui retrace la vie réelle de notre histoire, plus spécialement celle de l'Algérie. Qu'est-ce qui avait motivé votre choix du titre, Le porteur de cartable? Ah, le porteur de cartable, c'est que, vous savez, pendant la guerre d'Algérie, les Français qui aidaient les Algériens, on les appelait les porteurs de valises. Parce qu'ils avaient des valises, parce qu'il y avait quand même aussi beaucoup de Français qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Il ne faut pas croire que c'était un bloc. Mais on peut être pour l'indépendance de l'Algérie et rester les bras croisés sur son fauteuil et attendre que les choses se passent. Et sauf qu'il y avait des Français qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie, mais qui agissaient. Donc, en fait, on les appelait les porteurs de valises parce qu'ils avaient des petites valises où ils mettaient des documents pour la guerre d'Algérie. Et donc, moi, comme le petit Omar dans le porteur de cartable, il porte des tracts, etc. dans son cartable, donc je l'ai appelé le porteur de cartable. C'est un clin d'œil au porteur de valises. D'accord. Pour vous rappeler, Zawadi, elle est du Congo et elle vit ici en Algérie. Donc, je ne sais pas si ton problème de son est rétabli. Zawadi, tu peux activer ton micro pour intervenir? Oui, je peux parler. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Bonsoir tout le monde. Oui, merci. C'est très intéressant, je trouve, le partage sur l'histoire de la colonisation dans nos différents pays, et spécialement ici en Algérie. Je suis vraiment intéressée parce que, effectivement, parfois nous pouvons développer et vivre dans ce complexe-là, soit de supériorité ou d'infériorité par rapport aux pays qui nous ont colonisés. Nous, pour notre cas, c'est la Belgique. Et quand vous parliez des Algériens, quand ils arrivent en France, ils se sentent comme s'ils n'avaient pas quitté le pays. Mais le contraire aussi, je le sens ici en Algérie, quand les Français arrivent, c'est comme s'ils étaient chez eux tout d'un coup, tout de suite,
ils se mettent à l'aise, mais avec le sens un peu péjoratif, dans le sens de critique de tous les détails et tous les restes, comme s'ils regrettaient le passé, quoi. Mais Mais ça je ne sais n'a pas s'ils regrettent, mais en fait, c'est comme ils connaissent tellement les Algériens, parce qu'il y en a tellement en France, qu'ils ne sont pas dépaysés eux non plus. Vous voyez? C'est pas comme s'ils arrivaient dans un autre pays arabe, par exemple, je ne sais pas s'ils arrivaient en Jordanie, par exemple. Là, il n'y a aucun repère et puis personne ne parle français et tout. Tandis qu'en Algérie, tout le monde parle français encore. Donc, et puis, ils ont tous un voisin qui est algérien, etc. Ils ont tout... Ça n'existe pas un Français qui ne connaît pas un Algérien. Ça, c'est pas possible. Parce que même parfois, dans les plus petits villages, vous allez retrouver un Algérien, vous vous dites, mais comment il est arrivé là, quoi. Et parce que ça fait, je sais pas, il y a 4 millions d'Algériens en France. Avec on compte même pas leurs descendants, parce que leurs descendants, ils sont binationaux. Mais oui, il doit y avoir peut-être, je sais pas, on peut pas, parce que comme on comptabilise pas les gens par religion, donc en fait on a du mal, quoi. On a des chiffres approximatifs. En tout cas en France, il y a à peu près 7 millions de musulmans. Et dans les 7 millions de musulmans, on peut dire que c'est 4-5 millions d'Algériens. Donc, et même sans rentrer dans le contexte de la religion, en fait, il n'y a pas un Français qui ne connaît pas un Algérien. Et je ne parle même pas des mariages mixtes. Vous savez que le nombre des mariages mixtes, c'est entre Algériens et Français qu'il y a le plus de mariages mixtes. Et je ne parle pas française d'origine algérienne, hein, d'Algérie française, etc. Et en même temps, c'est dans les couples franco-algériens qu'il y a le plus de divorces. Donc, en fait, on n'en sort pas entre la France et l'Algérie. Un coup, on se marie, un coup, on se divorce, un coup, on se marie. C'est incroyable. J'ai découvert ça, je me suis dit, c'est un truc qui est d'ordre de la psychanalyse, quoi. Tu te maries avec une Française et tu divorces 2 ans après. Et c'est incroyable voilà, quelque chose qu'il faudrait essayer de comprendre, quoi. Parce qu'en fait, je crois qu'ils se connaissent tellement bien, les deux, qu'en fait, ils n'ont pas de secret. C'est pas comme, je sais pas. Moi, alors après, bon, évidemment, il y a des différences, mais moi, je constate ici que, voilà, c'est ça. Puis après, il faut faire sa vie, hein. C'est au jour le jour, et tu te débrouilles comme tu peux, et tu fais avec ton histoire, tu fais avec ta mémoire, et puis et tu traces ta route, hein. Tu fais avec. Là, on est dans la fiction, on est dans l'extrapolation, mais parfois le quotidien vous rattrape, quoi. Et au quotidien, on est comme tout le monde, hein. On n'est pas des héros, ou alors on est tous des héros du quotidien, et on fait avec. Et puis voilà. Puis dans ces trous, on essaye d'écrire des livres. On écrit. Vous savez, moi j'écris. Vous savez pourquoi j'écris des livres? J'écris des livres parce que ça me permet de m'instruire. Je m'instruis en écrivant des livres. C'est-à-dire que j'apprends plein de choses sur l'histoire que j'ai pas appris, qu'on m'a pas appris. Ça, c'est vrai. Et des choses que je suis allé chercher parce que personne ne m'a rien demandé, en fait. Oui. Tu vois, vous voyez, quand écrire un livre, c'est écrire une histoire pour des gens qui vous ont rien demandé au départ. Oui, c'est vrai. Parce qu'on en a besoin, oui. Non, oui. Et je suis d'accord, hein, oui, bien sûr. Et donc, après, voilà, je me suis inscrit. Bon, là, j'ai appris un truc. Là, j'ai beaucoup travaillé sur d'amour et de guerre, sur cette période, sur ces soldats coloniaux, etc., de tout l'Empire. Et là, j'ai un roman qui sort au mois de mai, qui est le tome 2 d'Amour et de guerre. Tome 2 ? Oui, le tome 2. Ça s'appelle d'audace et de liberté. Ça se passe entre 47 et 54, parce que c'est une période dont on parle peu dans la fiction. Oui. On parle de 54 à 62, entre la Seconde Guerre mondiale et 54, on ne parle pas, enfin très peu, parce que et moi je fais un peu le parallèle entre vous avez lu d'Amour et de guerre ou pas? Non. Bon, voilà, il y a une histoire. Non, mais je vais le lire, hein. Mais là, je vais le lire, bien sûr. Et je fais un parallèle entre. C'est pas un parallèle, c'est une idée entre la Palestine de 47,
jusqu'à 48 avec la naissance de la partition de la Palestine, Oui. en mai 48, avec la naissance de 2 États. Comment elle s'est faite? Israël, qui a été créé parce qu'en fait, la Palestine, c'était un territoire qui avait été occupé par les Ottomans auparavant. Puis, il y a eu le mandat britannique. Les Anglais. Personne ne pouvait s'en sortir de ce territoire parce que ça n'a jamais été un État. Ça n'a jamais été un État palestinien. Ça a été le territoire de la Palestine. Mais ça a tout, et puis, alors, quand on remonte plus loin, à Salah et tout, ça a toujours été un territoire qui a été occupé. Un lieu saint, oui. Oui, c'est pour ça que c'est un territoire de convoitise, parce que c'est un lieu saint. Et le lieu saint des 3 religions. Mais ça n'a jamais été un État avec un roi, ou etc. Et ça a toujours basculé de guerre. Et jusqu'en 48, où les Anglais ont décidé de partir, parce que ça devenait ingérable avec la Seconde Guerre mondiale et les soubresauts de la Seconde Guerre mondiale avec les Juifs. C'est-à-dire que beaucoup des Juifs qui ont été libérés dans des camps, pour la France, ne voulaient plus retourner en France. Beaucoup. Parce que la France les avait trahis en les envoyant dans des camps. Beaucoup voulaient partir en Amérique. Personne n'en voulait de toute façon. Hein. Ils étaient dans des bateaux, ils tournaient, personne n'en voulait. Hein. Personne ne les a laissés débarquer en Europe. Ceux qui étaient dans des bateaux, c'est ceux qui ne voulaient pas retourner en France. Parce qu'il y en a qui sont retournés en France après. Beaucoup voulaient partir en Amérique. Quelques-uns voulaient revenir en France, mais la majorité voulait partir en Palestine. Parce que dans les camps, il y en a qui ont vu Dieu. Et ils ont dit notre péri, il y a que ça où on pourra être sauvé. Sauf que les musulmans et les chrétiens qui étaient en Palestine, et même les juifs, ils ont vu arriver ces gens, et en fait, ils étaient complètement dépassés, les Anglais, par ça. Et c'est comme ça qu'il y a eu la partition de la Palestine en 2 États. Et les pays arabes l'ont refusé. Et donc, je fais cette histoire entre une nation qui va naître dans le chaos, dans le fracas, et les prémices de l'État algérien qui va naître en 54. Quoi. Je raconte dans le tome 2 cette histoire. Et évidemment, c'est toujours à travers des histoires humaines que je raconte ça, parce que sinon, moi, je ne suis pas prof d'histoire. Hein. Sinon, il y a voilà, c'est ça. Il y a des histoires pour ça. Et donc, je raconte voilà. Quand vous êtes au cœur de l'histoire, vous êtes une petite personne et ballottée dans cette grande histoire, comment vous voyez le monde, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça. Et parce que tout le monde est dépassé par la grande histoire. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Qui aurait imaginé ça il y a 3 mois? Qui aurait imaginé ça il y a 3 mois? Et quand vous êtes pris, vous, jeune femme de 25-30 ans, avec un gamin dans cette fournaise, dans cette folie et tout, mais il y a 6 mois, vous étiez à la plage avec votre enfant. Exactement, oui. Ça dépasse, tout le monde. Tout est détruit, on ne sait même pas comment ça finit, la Troisième Guerre mondiale, etc. Tout à fait, exactement. C'est pour ça, ce que je veux dire par là, c'est quand on fait de la fiction, vous prenez des personnages et vous les mettez là-dedans, évidemment, c'est un chaos dans leur tête, dans ces gens-là. Et comment ils apprécient, c'est ça qui est intéressant. Vous écrivez des romans, vous le savez très bien, c'est ça qui nous intéresse, nous. C'est ça. C'est quand nos histoires se passent. C'est l'humanité, c'est ce qu'il y a d'humain en nous. Oui, tout à fait. C'est la part de l'humanité en nous. Qui ressort de la férocité, des gens qui étaient des gens simples, quasiment transparents et tout, d'un seul coup, ils deviennent des héros. Et ils n'imaginaient pas ça 24 heures avant, d'un seul coup. C'est ça qui est intéressant de raconter. C'est pas tellement le monsieur Poutine qui appuie sur un bouton et puis qui se réveille un matin qui dit allez, demain matin, j'envahis l'Ukraine, quoi. Et ça fait des milliers de morts, des centaines de milliers de morts, des 5 millions de personnes en exil. Voilà, enfin voilà, je sais pas, moi c'est ça qui fait que ce qu'on est, quoi. C'est que notre vision d'humanité, elle change à chaque fois et on a l'impression qu'on vit dans un monde paisible et puis d'un seul coup tout pète et tout est à recommencer. Moi, quand je vois des images, après vous allez me dire c'est la Russie, mais c'est en Éthiopie c'est pareil, au Yémen c'est pareil. Partout. Ben oui. Pareil en Irak, un peu partout. C'est surtout on se dit que en fait aucune leçon ne sert à rien, quoi. Personne ne retient des leçons de rien. Personne, ça c'est sûr.
On Non, ne mais c'est retient pas vrai. les leçons du passé, On se oui. dit, regardez, Vous avez appris la preuve, oui, oui. il y a eu des millions de morts Après et la tout. Deuxième Guerre mondiale, tout le monde Voilà. Ah, disait ben plus on jamais dit, ah, ben ça, c'est mais fini, ça finalement, sera on la a dernière des recommencé. dernières. On n'a pas fini la dernière des Eh dernières, ben parce que non, ça, en fait, on se dit que ouais. finalement, l'espèce humaine, je crois que c'est la dernière du règne animal, finalement, parce que les animaux, ils ne se tuent pas comme ça, En instinctivement. tout cas, c'est la plus nocive. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je souhaiterais rajouter quelque chose à ce que vous venez de dire, Akli. C'est que le romancier, Pardon, en réalité. excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, Là, je trouve que le romancier apporte une dimension au personnage historique qui traverse donc la grande histoire, comme vous disiez. Il leur apporte cette épaisseur humaine, si je puis dire. C'est-à-dire que, bon, vous voyez, il y a des personnages qui peuvent être des héros, tout simplement, les héros de la grande histoire. Des héros en Mais quand dormance. le romancier les prend en charge, il en fait des êtres humains. C'est autre chose. Il leur donne une âme, il leur donne des sentiments. Ce ne sont pas seulement des héros, mais aussi des gens qui ressentent des sentiments et qui vivent. En un mot, qui vivent. Oui, Que... c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais on est d'accord avec vous, je crois. Et Ah oui, ça d'accord. sert à ça, les romans. Voilà, c'est mettre de l'humanité dans l'inhumanité, si vous voulez. Tout à fait. Voilà, c'est pas. Après, puis, la guerre, vous la voyez pas selon que vous soyez d'un point de vue ou d'un autre, si vous voulez. Vous pouvez regarder la même chose et voir des choses différentes selon que vous êtes placé à droite ou à gauche, et pourtant vous regardez la même chose. Oui. Vous voyez ce que et c'est ça, nous, qui nous intéresse en tant qu'écrivain, en tant que romancier, c'est essayer de rendre simple des choses compliquées, à la vérité. Parce que souvent, on les regarde d'un regard, une fois la stupeur passée et tout, on essaye de comprendre. Ce que je veux dire, c'est très compliqué de faire simple quand on est écrasé par des événements comme ça. Et le talent d'un écrivain, c'est justement de réussir à ça, quoi. C'est à rendre accessible à tous par des sentiments, par des réactions, par comment expliquer la lâcheté, quelqu'un qui se croyait fort, d'un seul coup, finalement, il est faible, et quelqu'un qui ne s'imaginait pas, qui était complètement anodin, d'un seul coup, il va se révéler. Souvent, c'est des événements qui font que les gens se révèlent. Hein. Je ne pensais pas du tout qu'il allait devenir, regardez, pour chez nous, les femmes qui sont, je parle de Jamila Bouered et tout ça, vous les auriez pris 3 ans avant, j'aurais dit, mais comment veux-tu que je devienne une héroïne? C'est pas possible, quoi. Et en fait, c'est les événements qui les ont révélées. Elles avaient des vies, peut-être, moi je connais pas leur vie, mais quand elles avaient 15, 16, 17 ans, elles avaient des vies de jeunes filles. Elles n'imaginaient pas que leur vie basculerait et qu'elles deviendraient ce qu'elles sont devenues. C'est bien les événements qui ont fait que quelque part vous vous transcendez et que vous dites vous allez au-delà de choses que vous n'imaginiez même pas une seconde possible. Vous n'imaginiez pas vous-même possible de faire ça, quoi. Mais et puis il y en a des autres, et puis voilà, et puis il y en a qui étaient des gros bras, et puis qu'on s'aperçoit que finalement dans les gros bras il y avait du vent et avec de l'air. Très juste. Et puis voilà, je crois que c'est ça. Et puis aussi un roman aussi, c'est la première chose, c'est on raconte une histoire, quoi. Il était une fois, quoi. Il était une fois, et puis on part et on raconte un univers qui nous est proche, qui nous touche, qu'on a envie de raconter. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que on écrit des histoires à des gens qui nous ont rien demandé, quoi. On écrit une histoire parce qu'on a envie de la raconter. On ne dit pas on va écrire une histoire parce que j'ai envie de toucher 100 000 lecteurs ou je ne sais pas quoi. J'écris cette histoire parce que moi, cette histoire, elle me parle.
Et en l'écrivant, je m'instruis moi-même parce que j'apprends des choses, j'ai fait des recherches, etc. Et personne ne m'a demandé de faire ces recherches, hein. Personne m'a dit truc, je le fais parce que j'en ai besoin de comprendre un peu le monde dans lequel je vis, d'où je viens, c'est quoi mon histoire et pourquoi on m'a pas parlé de cette histoire, si vous voulez. Pourquoi on s'est tu sur une période de mon histoire. C'est moi qui suis obligé d'aller la chercher. Par exemple, dans D'amour et de guerre, sur ces soldats de la Seconde Guerre mondiale, personne ne parle de ces gens-là. Pourtant, c'est Oui, ces c'est gens vrai. qui ont… Pardon? C'est vrai, vous avez raison. Et c'est ces gens qui ont forgé la conscience des gens qui ont fait la guerre d'indépendance, parce qu'eux avaient fait la guerre, ils avaient compris plein de choses. Et déjà, ils étaient formés aux armes, ils étaient formés à la conscience, ils avaient compris que l'empire colonial, c'était un ballon de baudruche qui s'est dégonflé très vite, et que On la leur avait liberté, promis la liberté. la aussi. liberté, c'était pas. Ils avaient compris que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, quoi. Et que la liberté, ça se donne pas, ça se gagne. Personne ne donne la liberté à quelqu'un. Il faut la gagner, ça n'existe pas. Je vous donne la liberté. Celui qui vous dit Non, je vous c'est-à-dire donne la que, liberté, il vous rend encore plus esclave de lui. Alors. oui, non, ce que je veux dire par là, c'est que la notion de liberté, ils l'ont acquise peut-être pendant la guerre aussi. Parce que, bon, jusqu'alors, ils n'étaient que des pions que la France prenait. Bon, ben, toi, tu vas aller à Toulouse, l'autre à Mulhouse, tu vas te battre tu vas aller dans telle tranchée, toi, tu vas aller dans telle autre. Mais là, tout d'un coup, ils réalisent que, bon, oui, c'est vrai, il y a des gens libres et on peut être libre et que, bon, il se retrouve avec des hommes libres alors que lui n'est qu'un colonisé, enfin, même pas un rien. Et puis Quoi, un rien. lui, il est en train de réaliser, qu'il est en train de se battre pour une liberté qu'il n'a pas lui-même. Oui. Et c'est ça le déclic dans leur tête. Il dit comment je vais mourir pour des gens, pour leur liberté, alors que moi, dans mon pays, ces gens-là m'interdisent d'être libre. Et les consciences sont nées de là. Hein. C'était pas au fin fond du bled où ils voyaient passer simplement l'administrateur ou la gendarmerie une fois tous les 6 mois. Des trucs là, c'est des grands événements. En fait, c'est les chaos qui révèlent les gens et des consciences aussi. Et donc voilà, c'est intéressant. Et ça, ces histoires-là, on est obligé d'aller les chercher. Moi, il n'y a pas d'histoire en France où il nous parle des soldats coloniaux. Et quand je parle des soldats coloniaux, je ne parle pas que des Algériens, je parle des soldats en général. Hein. Vous savez, on est allé en chercher à La Réunion. La Réunion, c'est à 12 000 km de Paris. Hein. On est allé chercher en Martinique, à la Guadeloupe, c'est 8 000 km. On a raclé en fait tous les fonds de tiroir de l'Empire pour les envoyer en chair à canon. Imaginez le type là qui part de je sais pas où, de Fort-de-France, des Antilles et je sais pas quoi, et qui va mourir à Verdun et tout. Non, mais c'est quoi le sens de cette histoire pour ce type-là qui meurt? Il s'est tapé 3 jours de bateau, traité comme un moins que rien pour aller mourir de façon anonyme dans un champ de betteraves. Je veux dire, c'est l'horreur, quoi. Ben voilà, mes amis. Je pense que on va se revoir à Alger. Là, je suis un peu fatigué, là, parce que j'ai 1 heure de plus au compteur. Ouais. Moi, je suis navrée, Oui, je c'est suis vrai. arrivée en Ouais. retard. Je suis vraiment désolée. J'ai raté Ouais, le mais c'est début, pas… mais bon, j'étais en voiture, donc j'ai pas pu me connecter tout de suite. Et donc, bon, il a fallu que je rentre chez moi rapidement. Je m'y suis mise. Bon, je vous ai quand même entendu, c'est très Bon, bien. écoutez, j'espère qu'on se verra. Vous avez été au Salon du Livre à Alger? Oui, j'y étais, oui, j'y étais. Ben, écoutez, moi aussi, j'y étais. Et juste Oui, à côté ben, de la salle. vous étiez dans votre. Je pense que vous avez dû. Moi, j'ai été chez Gallimard beaucoup et je Ouais. suis allée, donc j'étais assise là où on m'a demandé de m'asseoir, ou ma maison d'édition. Voilà, donc en réalité. Vous Ah, êtes j'ai chez qui? Chez écouté. Casbah aussi? Qui ça? Vous êtes chez Casbah aussi? Oui, oui, chez Casbah. Ouais, Chez ouais. Casbah. J'ai 4 ouvrages chez eux. Les Ah, autres c'est sont bien. entre les Nags,
qui remonte aux années 92, donc. Et puis la NEP, et puis bon, j'ai un petit peu bourlingué avant de m'installer complètement chez Casbah maintenant. Ah, ok. Ben là, je vous ai perdu de vue, là. Oui, ben avec tout ce qui s'est passé, et puis bon, le confinement, et puis bon, moi je me déplace pas trop, donc. Et puis j'ai eu Non, mais je moi-même. vous ai perdu de vue. Je vous vois plus. Ah, vous me voyez plus? Ah, Non, je je sais vois pas plus. ce qui se passe. Je sais pas, ça doit être la connexion chez nous, vraisemblablement. Si, J'imagine. Pourtant, moi, je me vois, hein. Ah si, c'est bon. Je vous ai Moi aussi, revu. je vous vois. Oui, oui. C'est bon, c'est Oui, bon. oui. Ok, ben, mes amis, je vais vous laisser. Ben, bonne Merci soirée. beaucoup. Et je vous Et souhaite merci une bonne C'était une fin, agréable soirée. Merci à qui? bonne fin de Au revoir Ramadan à tous. Merci à et tous au les plaisir. présents. Goodbye. Bonsoir, mesdames. Bonsoir tout le Bonsoir, monde. mesdames.